Bonjour à tous, voilà l'heure du début du webinaire. Alors merci beaucoup déjà. Je vous vois déjà très nombreux à participer au webinaire et j'en suis très satisfait. Ce webinaire qui, comme depuis plusieurs années maintenant, sera consacré à une actualisation en fait des différentes euh, actualités relatives aux droits de la consommation dans toutes ses appréhensions, qu'elles soient législatives, jurisprudentielles, doctrinales ou même réglementaires. Alors, effectivement, la fonctionnalité de l'outil de webinar m'a permis de décocher vos micros de façon à ce que ce soit intelligible. Vous avez la possibilité de les recocher, mais je vous demande si c'est possible de les garder décochés de manière à, voilà, à ce que le son ne soit pas perturbé et qu'on puisse entendre le déroulé du webinaire de manière assez sereine. Donc effectivement, je vous présentais ce webinaire et vous le connaissez, je vois entre guillemets, c'est une expression, mais des têtes bien connues dont nous avons la chance d'accompagner dans leur activité et qui sont présentes aujourd'hui, des gens je l'espère, dont on aura la chance d'accompagner l'activité, effectivement, et qui sont des nouveaux intervenants qui viennent nous rejoindre au webinaire. Donc, ce webinaire qui va, alors vous le verrez, qui n'a pas l'objectif d'être totalement exhaustif sur ce qui se passe en matière de droit de la consommation, sujet très vaste, sur ce qui prend de multiples aspects et qui est somme toute assez complexe, comme vous le savez, puisque vous le pratiquez tous les jours. Mais en revanche, voilà, de vous éclairer et de remettre à l'esprit les principales actualités qu'on a vues apparaître durant cette année 2023 ou qui devront apparaître au cours de l'année 2024. Alors, nous nous connaissons, nous avons la chance de nous connaître. Pour certains, nous aurons la chance de nous connaître. Mais le webinaire me permet aussi de me présenter à vous. Effectivement, vous connaissez pour la plupart d'entre vous le cabinet Gouache. Le cabinet Gouache, c'est un cabinet qui est dédié à la sphère économique, qui est exclusivement dédié à cela. Un cabinet d'experts qui nous permet aujourd'hui de vous accompagner dans tout ce que l'on qualifie du cycle de la distribution, alors que ce soit du point de départ, la vente et les approvisionnements, la protection des concepts, l'accompagnement dans les réseaux. Ça, c'est mon associé que vous connaissez également, Jean-Baptiste Gouache, qui vous accompagne dans tout ce qui est mise en place de réseaux de distribution, notamment de réseaux de franchise. Dans la mise en œuvre de cette distribution d'un point de vue immobilier, effectivement, avec tout ce qui a trait à l'immobilier, aux beaux commerciaux, et ça, ce sont mes deux associés, Stéphane Ingold et Nicolas Pchibiche, qui vous accompagnent sur ces sujets-là. Et pour ce qui me concerne, ainsi que mon équipe que j'anime, effectivement, nous avons la chance de vous accompagner, nous, pour tout ce qui est mise en œuvre de la vente vis-à-vis de la mise sur le marché à des consommateurs, le respect des règles de concurrence et la protection de vos concepts. Donc aujourd'hui, on va appréhender donc, le sujet de la mise sur le marché, de la consommation. Alors Gouache, un petit peu d'autopromo, mais c'est un cabinet que vous connaissez effectivement qui a la chance aussi, grâce à vous, d'avoir des références et d'être un cabinet reconnu sur le marché grâce à la qualité de nos clients et des sujets sur lesquels il nous faut intervenir. Et effectivement, bon voilà, c'est peut-être pas forcément un signe de modestie, mais on met en exergue aussi les classements qui sont pour nous une façon de remercier nos clients parce que c'est grâce à la complexité des dossiers sur lesquels on intervient et à la qualité eux-mêmes de leur activité qu'on a pu obtenir ces récompenses et bien évidemment grâce au travail de nos équipes qui tous les jours nous démontrent leurs compétences. Donc le cabinet Gouache est référencé dans la plupart des classements, en tête de classement et nous avons cette chance. Alors, parmi, j'ai envie de dire, l'ADN du cabinet, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, vous avez la possibilité d'assister à ce webinaire gratuit. C'est l'ADN du cabinet, c'est avant tout transmettre à ses clients et effectivement transmettre dans l'appréhension où nous sommes tous aujourd'hui enseignants dans différentes universités, ce qui est une volonté de notre part, ce qui est un goût de notre part, d'avoir le contact d'une part des futurs praticiens, mais également de pouvoir avoir la maîtrise à la fois des sujets, j'ai envie de dire, théoriques, et qui vont être mis en pratique ensuite de manière opérationnelle. Donc, chaque associé ici au cabinet intervient, que ce soit à l'Université d'Aix-Marseille, celle de Rennes ou à Panthéon-Sorbonne, ou notamment Panthéon-Sorbonne, Martine Béartouché, qui est notre consultante et qui travaille avec moi, dirige le master de droit de la distribution, concurrence et consommation. Donc, on
Au-delà de ces activités effectivement d'enseignement, on est assez présent, et vous devez le savoir, en termes de publication et d'organisation d'événements. Nous rédigeons des chroniques annuelles, notamment en droit de la consommation et en droit de la distribution chez LexisNexis, au sein des auditions législatives et de Francis Lefebvre, et nous sommes présents dans la plupart des revues juridiques de référence sur ces sujets d'actualité. Passer cette petite présentation, alors effectivement, moi, pour ce qui me concerne, j'ai la chance d'animer l'activité de droit de la consommation, droit de la concurrence et droit de la publicité, des sujets divers, des sujets passionnants, dans lesquels je suis encadré par une équipe de collaborateurs également passionnés et très compétents, et qu'on met à votre disposition sur les différents sujets qui vous concernent, sur la mise sur le marché des produits, leur conformité, la promotion des ventes et la mise en avant de ces produits via la publicité. Alors aujourd'hui, vous le verrez, nous allons aborder effectivement plusieurs sujets, des sujets divers, alors des sujets qui vont vous concerner du fait de leur diversité, qui vont vous concerner parce que voilà, ça a attrait à votre activité, des sujets peut-être qui seront moins dans le cœur de votre propre activité parce qu'on passera à la fois sur les règles du commerce alimentaire, sur les règles en matière d'étiquetage, sur tout ce qui a trait au commerce électronique, mais du point de vue du consommateur. Mais effectivement, on a souhaité sur cette heure aujourd'hui de webinar, de faire un point d'ensemble des grosses évolutions qu'on a pu identifier sur cette année et qu'on doit déjà appréhender et mettre en pratique pour vous accompagner dans vos activités. Donc, on parlera d'actualité sur les contrats de consommation, sur la réglementation afférente au droit de la consommation. On a eu pas mal d'actualités, notamment en ce qui concerne des précisions sur le droit de rétractation, que ce soit des juridictions internes ou des juridictions européennes. On parlera beaucoup, et je pense que ça vous concerne et ça nous concerne aussi énormément, d'actualités relatives au pouvoir de la DGCCRF et des contrôles de cette autorité qui sont assez fréquents, poussés sur certaines thématiques qu'on a pu relever cette année. On a eu énormément de contrôles, on a eu un accroissement. On a vu apparaître la mise en œuvre de nouvelles techniques d'investigation, de nouvelles sanctions. Donc, ce sera intéressant, à mon sens, d'échanger avec vous, en tout cas de vous les présenter pour que vous les ayez à l'esprit, bien qu'à mon sens, vous ayez pu déjà les apprendre. On parlera d'actualité dans son sens global, jurisprudentiel en droit de la consommation. On reparlera, et vous l'avez tous naturellement pris en considération, des nouvelles obligations applicables plus particulièrement au secteur du numérique et aux grandes plateformes que nous accompagnons également. Et on terminera, et c'est ce qui me permet de qualifier ce webinaire d'assez diversifié, sur les nouvelles obligations en matière environnementale et toutes les règles afférentes au sujet vraiment d'actualité qui est le greenwashing. Alors, pour débuter, on va commencer par le cœur du droit de la consommation, avec les actualités intéressantes qu'on a pu recenser en matière de droit de la consommation à proprement parler, et qui sont afférentes essentiellement. On a vu beaucoup cette année de jurisprudence qui sont venus préciser le périmètre de l'exercice, notamment du droit de rétractation ou des résiliations des contrats, de certains contrats de consommation. Donc, vous le verrez, on va aborder à la fois des arrêts de la Cour de cassation qui viennent apporter des précisions assez intéressantes, des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui également sont dans un cadre précis d'abonnement assez instructif, et les nouvelles obligations qui seront les vôtres à mettre en œuvre vis-à-vis des consommateurs, tant en termes d'information que d'un point de vue opérationnel, et qui ont trait à la réalisation des contrats que vous permettez de conclure de manière électronique, ou aux obligations qui sont afférentes au démarchage téléphonique et qui sont déjà en œuvre depuis le début de l'année. Alors, c'est un rappel, vous le maîtrisez tous, mais effectivement, vous le savez, depuis une directive européenne qui a été transposée en France, la France applique un droit de rétractation pour tous les contrats qui ont été conclus à distance ou à la suite d'un démarchage téléphonique ou en dehors de l'établissement du professionnel. Dans cette appréhension-là, bon, on le sait, on le maîtrise, hein, le consommateur qui veut se rétracter de son engagement n'a pas à motiver sa décision.
n'a pas à supporter d'autres coûts que ceux qui sont prévus par le Code de la consommation. Et ces règles viennent d'être affinées dans certains contentieux qu'on va aborder ensemble, qui rappellent des principes, mais qui sont quand même assez instructifs sur comment est appréhendé aujourd'hui le droit de rétractation du point de vue des jurisprudences, des juridictions internes et communautaires. Avant d'aborder ce sujet, on va aborder une évolution législative qui concerne les contrats d'assurance, puisque le délai de rétractation applicable aux contrats d'assurance, alors les contrats d'assurance qui sont vendus en complément d'un bon et d'un service, hein, c'est effectivement les contrats d'assurance que le consommateur, que vous pouvez proposer, mais que le consommateur peut souscrire lorsqu'il achète par exemple un appareil électronique, une machine à laver, peu importe, mais effectivement dans lequel une police d'assurance lui est proposée. Le délai de rétractation de 14 jours pour les autres contrats est porté à 30 jours à compter de sa souscription. Donc effectivement, le consommateur doit avoir dans ce cadre-là la possibilité de résilier ce contrat d'assurance sans frais ni aucune pénalité. Et cela à compter de la souscription du contrat ou à compter du premier paiement lorsque le contrat prévoit plusieurs primes. Alors, les conditions de l'exercice du droit de rétractation pour le consommateur, donc du point de vue du consommateur. Il faut que le consommateur ait souscrit ce contrat à des fins non professionnelles. Donc effectivement, dans cette appréhension-là, la police d'assurance qui sera souscrite sur un téléphone mobile, par exemple, acheté par un avocat, on va dire, pour son exercice professionnel, ne pourra pas faire l'objet de l'exercice d'un droit de rétractation allongé à 30 jours. Ce contrat, d'ailleurs, ni à 14 jours, ce contrat doit venir en complément de l'achat ou d'un bien ou d'un service vendu par le même fournisseur. Le contrat objet de la renonciation ne doit pas avoir été intégralement exécuté. Et effectivement, on ne doit pas avoir déclaré un sinistre garanti avant d'avoir exercé son droit de la rétractation. Alors, pour le professionnel, de manière assez classique, mais cette obligation est encadrée par l'application d'une amende administrative, donc vous savez qu'elles sont cumulatives, de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Donc, une obligation à garder à l'esprit, puisque, comme vous le savez, c'est des sujets qui sont assez investigués par la DGCCRF et qu'il faut quand même bien maîtriser, parce que les amendes peuvent s'élever assez nettement. Alors, sur l'exercice et la mise en œuvre du droit de la rétractation, les juridictions européennes ont rendu un arrêt assez intéressant le 17 mai 2023 sur effectivement l'appréhension d'une situation dans laquelle le droit de rétractation n'avait pas été rappelé au consommateur et que le consommateur lui-même s'est rétracté dans le délai qui était le sien alors qu'il ne lui avait pas été rappelé. Vous savez que les dispositions françaises nous imposent d'informer le consommateur de la possibilité d'exercer son droit de rétractation. Cette possibilité prend la forme la plupart du temps, et c'est une condition de stipulation dans vos conditions générales de vente. Et à défaut notamment de cette information, on le sait que le délai de rétractation est censé ne pas avoir commencé à courir. Donc, dans ce cas précis, un consommateur avait conclu avec une entreprise en dehors de son établissement commercial un contrat portant sur la rénovation de l'installation électrique de sa maison. Et le professionnel n'avait pas pu démontrer qu'il avait informé ce consommateur de la possibilité de mettre en œuvre son délai de rétractation de 14 jours. Une facture avait été adressée au consommateur, qui a alors exercé son droit de rétractation, n'a pas réglé la facture, alors que l'installation électrique avait été réalisée. Ce litige a été porté devant la juridiction nationale et ensuite devant le juge communautaire, qui a tranché le point en indiquant qu'effectivement, dans cette appréhension-là, le consommateur est exonéré de toute obligation de payer les prestations fournies et qu'effectivement, il avait la possibilité d'user de son droit de rétractation malgré le fait que la prestation ait été réalisée, puisque le professionnel avait manqué à son obligation d'information sur son droit de rétractation. Donc une solution très contraignante pour les professionnels,
qu'il est bon de garder à l'esprit, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est des situations qu'on peut retrouver. Dans la situation où vous êtes dans l'incapacité, où vous n'avez pas démontré, vous ne pouvez pas démontrer avoir informé vos clients qu'ils aient la possibilité d'exercer leur droit de rétractation, bien que le contrat ait été exécuté, le juge communautaire considère que pour autant la rétractation est toujours possible, le retour en arrière est toujours possible. Donc des surcoûts potentiellement assez importants pour vous professionnels. Encore une fois, sur l'appréciation de la mise en œuvre du délai de rétractation, mais cette fois-ci par notre Cour suprême nationale, la Cour de cassation, qui est venue effectivement apporter des précisions, j'ai envie de dire, dans la temporalité de la mise en œuvre de ce droit de rétractation. Encore une fois, dans l'appréhension, on le sait, on est dans un droit très déséquilibré qui est souvent perçu la plupart du temps, hein, dans toutes les situations, perçu au profit, au bénéfice du consommateur. Le déséquilibre est rééquilibré non seulement par le législateur, mais également par les juridictions. Là, cette jurisprudence vient apporter des précisions sur le délai de mise en œuvre du droit de rétractation, et qui est d'ailleurs précisé par le Code de la consommation. Le Code de la consommation, on le verra, nous parle d'envoi de la demande de rétractation, et c'est un peu le sujet. En l'occurrence, le sujet portait sur un formulaire de rétractation qui avait été envoyé par des clients, alors dans le délai de 14 jours, mais qui avait été reçu au-delà de ce délai de 14 jours, à savoir 18 jours après la conclusion du contrat. Et effectivement, juridiction de première instance et juridiction d'appel avaient considéré que la rétractation était effective au jour de réception du formulaire de rétractation, qui était donc au-delà du délai permis par la loi et par les dispositions applicables. Or, assez naturellement, je pense, mais la Cour de cassation apporte une clarification et répond que dans cette appréhension-là, seule la date d'envoi du courrier est prise en compte pour apprécier la validité de la rétractation. Et en l'occurrence, au fait d'espèce, il était vérifié que le consommateur avait bien envoyé le dit formulaire dans les 14 jours, délai qui lui était permis pour se rétracter. Et effectivement, Alors, l'arrêt s'appuie naturellement sur les dispositions L221-8 du Code de la consommation, mais également sur les dispositions du Code de procédure civile, et notamment l'article 668 du Code de procédure civile qui a trait au délai de computation, aux computations des délais plutôt, et qui précise que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui qui est faite, la date de la réception. Effectivement, là, c'est la mise en œuvre d'un droit pour le consommateur, donc on prend en considération la date d'expédition. Donc, encore une fois, une jurisprudence, j'ai envie de dire, qui est assez cohérente, je pense, hein, même si elle est encore plus contraignante, mais qui apporte des clarifications importantes sur la mise en œuvre d'un droit de rétractation que vous avez dans votre pratique de manière assez quotidienne. Alors, à notre arrêt, cette fois-ci, on jongle entre Cour suprême nationale et juge communautaire, mais un arrêt assez intéressant pour les professionnels qui pratiquent la vente d'abonnements en ligne, notamment, avec une modalité qui est très employée, qui est une période d'essai gratuite. Alors, la question qui se pose dans cette appréhension-là, c'est de savoir à quel moment prend effet le délai de rétractation. Est-ce qu'on considère qu'effectivement c'est au début de la période de gratuité, donc on appelle ces formules freemium avec une formule free et ensuite une formule premium, ou est-ce qu'on considère que le délai de rétractation commence à courir à partir de la période payante, donc à l'issue de cette période de gratuité, à partir de cette période payante, à partir de laquelle, effectivement, le consommateur est réellement engagé dans la dimension consumériste, puisqu'il va payer un abonnement. Là, en l'occurrence, c'était classiquement le cas d'une entreprise de plateforme d'apprentissage sur Internet qui proposait cette formule d'abonnement et qui mettait en place, lors de la souscription de ces abonnements, une période de gratuité de 30 jours, au-delà de laquelle,
durant laquelle il était possible de résilier à tout moment, hein, effectivement, et au-delà de laquelle le consommateur était engagé dans une formule d'abonnement annuel, qui devenait payant qu'à la respiration de ces 30 jours. Donc la question, bah, je l'ai exprimé déjà, quand part le point de départ du délai de rétractation? Et la Cour répond, et là c'est quand même assez intéressant de le noter, qu'effectivement, le consommateur n'a la possibilité de se voir garantir ce droit, qui est quand même un droit très clairement protégé pour lui, notamment par les juridictions nationales, qu'une seule fois, et que dans ce cadre de contrat d'abonnement freemium, la période initiale gratuite, le point de départ de la période initiale gratuite, est le point de départ du délai de rétractation. Donc le délai de rétractation du consommateur commence à courir à compter de la période initiale, sauf, on repart sur ce qu'on a dit précédemment, si la plateforme n'a pas informé de manière claire et compréhensible et de manière explicite le consommateur que la période initiale gratuite deviendra payante à l'issue de cette période. Donc c'est intéressant de le savoir. Bon, on a pu noter dans certains contrôles que la Cour de cassation la DGCRF avait pu avoir une lecture différente dans certaines appréhensions. C'est un sujet important, un sujet intéressant, et cette fois-ci, un sujet qui conforte la position du professionnel qui, quand même, met à disposition son service aux consommateurs de manière gratuite pour pouvoir le tester, mais qui se voit garanti d'une certaine manière que le délai de rétractation courra dès le départ de cette période de gratuité. Donc, un arrêt intéressant à prendre en considération et qui pourra être évoqué dans des contentieux de consommation si le sujet devait être tourné autour de ces exercices sous droit de rétractation. Alors, vous l'avez noté, hein, dans le courant de l'année 2023, pour relancer le pouvoir d'achat, le législateur a prévu un certain nombre de nouvelles mesures permettant aux consommateurs de résilier certains contrats de manière accélérée et faciliter cette résiliation pour passer à d'autres contrats potentiellement plus intéressants pour eux en termes de gains et d'économies. On pense notamment au contrat d'énergie, et effectivement avec une faculté pour ces consommateurs de résilier leurs contrats en cours s'ils ont été conclus de manière électronique, de manière facilitée. Alors, effectivement, cette nouvelle modalité de résiliation électronique pour les contrats conclus de manière électronique s'applique pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi qui a pris application au 1er juin 2023. Donc les contrats qui sont en cours actuellement se voient appliquer cette modalité. Donc l'objectif, c'est de mettre en œuvre une procédure simplifiée, facilement accessible à partir de l'interface en ligne du professionnel, depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats par voie électronique. Effectivement, vous le verrez dans le texte, le législateur reprend comme condition que l'accès à ce module de résiliation électronique soit direct, soit facile d'accès, soit simple. Donc, effectivement, on va avoir des débats, à mon sens, sur ce qui est appréhendé d'un point de vue opérationnel comme un accès direct, notamment, à cette modalité de résiliation. Le consommateur, dans le bouton qu'il va mettre en place pour pouvoir résilier le contrat, enfin, pour pouvoir permettre au consommateur de résilier le contrat de manière électronique, doit pouvoir employer un intitulé très clair permettant au consommateur qu'en fait ce bouton sert à résilier. Donc, le législateur a repris la notion de notification de résiliation et effectivement mettait en exergue aussi dans les débats l'intitulé résilier tout simplement son contrat et ne pas laisser penser au consommateur, notamment par l'emploi d'un intitulé comme demande de résiliation, qu'il s'agit d'une simple demande et non pas d'une faculté d'un droit dont il dispose.
Alors, au-delà de cette faculté que le professionnel doit intégrer dans son display, hein, dans son interface, pour pouvoir permettre au consommateur de résilier, le professionnel devra également prévoir un système de confirmation de la réception de la notification de résiliation, en informant le consommateur sur un support durable, donc par un email, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dite résiliation. Donc, encore une fois, on est sur une nouvelle obligation qui est sanctionnée par une peine d'amende administrative cumulative, qui est de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale. Donc, une nouvelle obligation à prendre en considération. Dans ces nouvelles obligations, effectivement, le législateur aussi a précisé les modalités qui doivent être mises à la disposition du consommateur et les informations que le consommateur devra fournir pour que la résiliation soit considérée comme effective. Donc effectivement, l'assuré devra, dans la fonctionnalité, il devra avoir la possibilité de le faire, bien évidemment, mais il devra donner les informations suivantes, ses noms et prénoms pour une personne physique, sa raison sociale, sa dénomination sociale, s'il s'agit d'une personne morale qui a effectivement conclu un contrat en dehors de sa sphère professionnelle, le moyen de contact électronique ou à défaut l'adresse postale permettant, en l'occurrence, de confirmer la réception de la notification de la résiliation. La référence du contrat concerné, le numéro de contrat, effectivement, pour que ça puisse permettre à la société ou professionnelle d'identifier le contrat en question. Le numéro de téléphone correspondant à la ligne, le motif de la résiliation et la date de mise en œuvre de la dite résiliation. Là, on n'est effectivement pas dans une appréhension d'une rétractation, mais d'une résiliation. Donc, le motif doit être appréhendé, même si ça n'en fait pas une condition pour résilier. Alors, au-delà, donc, on a parlé beaucoup de rétractation, de résiliation, donc de situations qui sont pas forcément favorables aux professionnels, parce qu'on est dans une situation dans laquelle le consommateur souhaite passer sur un autre contrat ou se désengager du contrat qu'il a conclu. On le sait, et elles sont applicables depuis le 1er mars 2023. Les règles afférentes au démarchage téléphonique ont évolué, sont devenues de plus en plus coercitives et contraignantes. Et c'est des règles qu'il convient d'appréhender, de connaître, parce qu'effectivement, elles s'appliquent. Alors, la plupart du temps, nos clients font appel à des plateformes et des prestataires, mais ces règles, il faut le comprendre, s'appliquent à la fois aux prestataires, mais également aux professionnels pour lesquels est mis en place le service. Donc, c'est des règles importantes à prendre en considération. Et j'ai envie de dire, c'est des règles importantes à prendre en considération également dans la contractualisation avec le dit prestataire, en termes de garantie apportée dans le respect de ces dispositions. Alors, les nouvelles mesures, quelles sont les nouvelles mesures applicables depuis le 1er mars 2023? À présent, le démarchage n'est autorisé que du lundi au vendredi, en dehors des jours fériés ou des jours chômés. Le démarchage est autorisé sur des créneaux horaires qui sont de 10 à 13 heures ou de 14 à 20 heures, en prenant en considération le créneau horaire du consommateur, qui a été choisi par le consommateur, à moins que le consommateur n'ait donné préalablement à l'appel de démarchage son consentement express au professionnel, ce que ce dernier devra démontrer. Alors, le professionnel ou l'intermédiaire, agissant pour son compte, ne peut démarcher ou de tenter de démarcher le même consommateur plus de 4 fois sur une période de 30 jours. Et si le consommateur refuse ce démarchage pendant l'appel, alors le professionnel ne pourra plus le contacter de nouveau avant l'écoulement d'un délai minimal de 60 jours. Donc, en termes probatoires, vous le comprenez, il faudra que le prestataire, ou vos services, en l'occurrence, aient les modalités probatoires pour démontrer le respect de ces obligations. Alors, sur les sanctions applicables depuis le 1er mars 2023, en cas de non-respect de ces nouvelles obligations, on est sur des sanctions assez contraignantes, effectivement, parce que la violation de l'une des règles relatives au démarchage téléphonique est sanctionnée par une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique, qui peut être portée à 375 000 euros pour une personne morale, donc des sanctions assez importantes.
Et c'est ce que je vous indiquais, le professionnel condamnable est celui qui a réalisé les pratiques litigieuses. Toutefois, si les pratiques ont été réalisées par une personne physique ou morale agissant pour le compte du professionnel, l'int- je vous demande d'excuser, excusez-moi, mais pour les personnes qui effectivement ont décoché leur micro, là, effectivement, bon, je chercherai tout à l'heure. on vous entend, donc c'est un petit peu gênant. Donc n'oubliez pas de bien décocher le microphone sur le. Parce que voilà, sinon je pense que ça va être compliqué de s'entendre. Donc ce que je disais, c'est que alors ça s'applique à l'intermédiaire, hein, effectivement, que vous avez mandaté pour réaliser des opérations de démarchage à des fins promotionnelles pour monter vos services. Mais si les pratiques ont été réalisées pour une personne physique ou morale agissant pour vous, professionnels, l'intermédiaire et les professionnels pourront toutes les deux être condamnés. Donc je rappelle que les sanctions sont quand même de 375 000 euros. C'est les sanctions drastiques et coercitives à prendre en considération. Et c'est des questions qu'on nous pose fréquemment, effectivement, parce on a eu plusieurs au cours de l'année, contrôles afférents aux règles de démarchage. Donc n'oubliez pas ces obligations. Alors voilà, on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est les plaisirs du droit de la consommation. Il y a des sujets d'actualité qui sont intéressants, qui n'ont pas attrait à ce qu'on a vu précédemment, mais qui sont également à prendre en considération, qui pour certains vont porter plus sur le commerce alimentaire, hein. On pense à la nouvelle réglementation applicable à la vente en vrac. Euh, les nouvelles dérogations temporaires qui ont pris fin, du coup, quant aux règles d'étiquetage, pour nos clients qui sont dans le secteur vitivinicole, mais on le sait que les règles d'étiquetage sont en constante évolution. On a eu le plaisir de recevoir effectivement, enfin de prendre connaissance du Q&A, on en parlera du Q&A de la Commission européenne sur les nouvelles règles d'application d'étiquetage sur la commercialisation de bouteilles de vin qui sont quand même applicables demain. Hein. Enfin, demain, c'est une expression, mais au 8 décembre. Et le Q&A vient d'être publié avec des précisions, à mon avis, qui sont, enfin, je le sais d'ailleurs, dramatiques pour certains professionnels, puisque les étiquettes, bien naturellement, ont déjà été imprimées. Et on le verra encore dans le secteur alimentaire, une obligation d'application sur les règles d'origine des viandes proposées, applicables au commerce dit dark kitchen, effectivement, qui sont de plus en plus nombreux. Alors, on le verra, ça ne s'arrête pas là, il y a une actualité dense en matière de consommation. Vous avez été informé, et vous le voyez aussi en tant que consommateur vous-même, de la fin de remise systématique des tickets de caisse ou des bons d'achat ou des bons de réduction depuis le 1er août 2023, donc c'est assez récent. On reviendra sur les conditions pratiques du coup de cette fin. La fourniture des pièces détachées qui a été étendue à certains secteurs d'activité, à certains professionnels, on le verra avec une définition du législateur élargie qui peut poser problème. Donc certains professionnels, à mon avis, qui n'ont pas encore pris en considération être dans le périmètre du texte et qui pourraient s'y retrouver. Donc, et surtout des secteurs d'activité qui n'étaient pas visés et qui le seront. Alors, un nouveau règlement sur la sécurité générale des produits qu'on va voir s'appliquer très prochainement et qui sera très impactant pour l'activité des clients. Alors, pour certains de nos clients, effectivement, qui distribuent le produit sur le marché britannique, des nouvelles règles de marquage qui seront applicables dans un petit temps, dans un certain temps, mais effectivement, qu'on verra appliquer au 1er janvier 2025. Et enfin, la publication d'un règlement sur certaines substances allergènes sur lesquelles on reviendra. Alors, la première effectivement, évolution législative dont on va parler, c'est l'application. Alors, il y a une double période depuis le 1er juillet 2023 et le 1er septembre 2023 d'une nouvelle réglementation applicable à la vente en vrac. Alors, comment est définie la vente en vrac? La vente en vrac, ça désigne les produits qui sont vendus en libre service, sans emballage, dans des contenants réutilisables. L'article L121 du Code de la consommation nous dit tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exception dûment justifiée
pour des raisons de santé publique. Alors, de manière concrète, la vente en vrac est autorisée pour tous les produits de grande consommation, que ce soit alimentation, boissons, aliments pour animaux, articles d'hygiène, produits de beauté, produits d'entretien. Il y a des exceptions, et le décret d'application du 30 août 2023 qui est applicable, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une double période, depuis le 1er septembre 2023, prévoit une liste de produits pour lesquels la vente en vrac n'est pas permise ou pour lesquels elle est admise, mais de façon réglementée. Alors, on a cité un certain nombre de produits qu'on a retrouvés dans le cadre de contrôle sur lequel on est intervenu. Mais effectivement, les produits laitiers et les produits de lait cru ne sont pas autorisés, l'huile d'olive, les préparations pour nourrissons, les produits surgelés, les compléments alimentaires, les produits contenant des substances dangereuses, les piles ne sont pas admises à la vente en vrac. Et par contre, certains produits sont admis à la vente en vrac, mais sous certaines conditions. C'est les matériaux objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées et qui ne peuvent pas être lavés avant usage. Les couches pour bébés à usage unique, c'est un exemple, hein. Et la vente en vrac, dans ces appréhensions-là, pour ces produits-là, n'est admise que si le procédé de distribution respecte l'intégrité et les normes d'hygiène. Donc voilà, une nouvelle législation à prendre en considération. Pour ce qui concerne la vente de fruits et de légumes frais non transformés sans conditionnement en plastique, il y a une tolérance, mais cette tolérance, aujourd'hui, elle arrive pratiquement à échéance, hein, puisque la tolérance, elle est jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, on va pouvoir la mettre en œuvre pour les fêtes, notamment. Mais les emballages visés par ce décret sont les récipients, les enveloppes externes, les dispositifs d'attache entre fruits et légumes, recouvrant partiellement ou totalement les articles. Là, on a une exonération pour une liste de 29 fruits aux légumes. Bon, on vous a mis certains exemples que je ne reprendrai pas, mais effectivement, à prendre en considération dans le cadre de ce décret, à la lecture de ce décret, ces listes d'exceptions applicables aux fruits et légumes. La fin des dérogations, hein, vous le savez, bon, on subit actuellement une crise afférente au contexte international et à la difficulté pour certaines filières de s'approvisionner en certaines denrées. Et effectivement, il y avait des dérogations, notamment résultant de la crise en Ukraine, qui avait engendré une hausse des coûts de matières premières assez drastique, très difficilement répercutable en termes de coûts aux consommateurs. Le législateur et effectivement les autorités de contrôle avaient admis une substituabilité temporaire des ingrédients accordée au cas par cas, hein, par la DGCCRF sous une certaine forme de rescrit et qui permettait la position d'une mention dérogue sur certaines denrées de substitution. Alors, on en parle, mais c'est pourquoi on en parle? Parce que potentiellement, bon, on pourrait se retrouver de nouveau dans le sujet, mais ce n'est plus le cas, puisqu'il a été mis fin pour ce caractère dérogatoire à cette possibilité depuis janvier 2023. Un assouplissement temporaire avait été accordé également sur l'étiquetage des huiles végétales, avec la mention des huiles sur les emballages de denrées alimentaires pouvant prendre différentes formes et différentes modalités. On pouvait effectivement mentionner sur l'étiquetage huile végétale en proportion variable, huile végétale selon approvisionnement. Et effectivement, ça permettait, lorsque ces huiles n'étaient pas de la composition admise, d'avoir une sorte de dérogation en termes de composition et d'étiquetage. Alors, les crises sont multiples. On avait aussi des dérogations qui résultaient de la crise liée à la grippe aviaire, qui avait donné lieu à l'application d'un régime dérogatoire qui est toujours en œuvre, hein. Une flexibilité reste admise. Demande de dérogation temporaire qui permet d'obtenir un délai de 3 mois pour mettre à jour l'étiquetage en conformité avec les listes d'ingrédients. En revanche, dans le cas de ce système dérogatoire, il était bien évidemment précisé que l'information explicite du consommateur était requise en cas de modification substantielle sur la qualité de recette ou en cas d'impact sur la loyauté de l'information. Et particulièrement, il était indispensable de mentionner sans OGM, issu de l'agriculture biologique, élevé sans traitement antibiotique, élevé en plein air, origine France, mention particulièrement contrôlée par l'administration.
Alors voilà, les clients dont on a la chance d'accompagner l'activité pour un produit qui fait le succès de la France, hein, effectivement, les bouteilles de vin, voient leur réglementation relative à l'étiquetage bouleversée. Le règlement qui a été publié le 2 décembre 2021 qui emporte des modifications assez importantes sur les règles d'étiquetage des vins et des vins aromatisés, qui rend obligatoire la communication de la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle de ces produits. Les professionnels ont longtemps attendu des précisions sur ces règles d'étiquetage, des précisions de manière partielle qu'on vient d'obtenir il y a très peu de temps et qui vont engendrer des vraies difficultés pratiques. Alors, avant d'aborder ces difficultés de manière assez parcellaire, parce qu'encore une fois, on n'entre pas dans le cœur du sujet, on les rappelle, mais qu'est-ce qu'un ingrédient au regard de ce règlement et au regard du règlement afférent aux denrées alimentaires? C'est toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire, et encore présents dans le produit fini. Éventuellement, sous une forme modifiée, les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients. Donc c'est une définition qui résulte d'un autre règlement, mais qui est applicable dans le règlement, mais qui sera applicable du coup au vin. Alors, le support de l'information, c'est sur l'emballage ou l'étiquette et sur un support dématérialisé, le QR code qui a donné lieu à beaucoup de questionnements et qui donnera lieu encore à beaucoup de questionnements. Comme je le rappelais, effectivement, ces obligations sont applicables à partir du 8 décembre 2023. Il a fallu anticiper pour les professionnels le respect de ces obligations, malgré les zones grises et les zones d'incertitude, mais l'obligation est déjà là, présente pour la commercialisation des bouteilles. Alors, les conditions, les substances allergènes qui sont identifiées dans l'annexe 2 du règlement doivent figurer sur l'emballage ou sur l'étiquette. La déclaration nutritionnelle pourra être limitée à la valeur énergétique sur l'étiquetage à condition qu'elle soit accessible en totalité, de manière dématérialisée, donc par le QR code. Je vous en parlais, la Commission européenne vient de publier le 24 novembre exactement une liste de questions-réponses, 40 questions-réponses sur beaucoup de sujets qui avaient été évoqués par les professionnels du vin et leurs organes de représentation. Et on vient d'apprendre notamment que l'usage du terme I pour ingrédient ou du terme E pour valeur énergétique ne seront pas utilisés sur le QR code, alors que des millions d'étiquettes ont déjà été euh, réalisées en utilisant cette modalité. Donc des sujets, on verra comment la DGCF se positionne sur ces sujets-là. On sait que la doctrine de la DGCRF n'est pas très lisible sur ces points-là, que la DDPP d'Aquitaine notamment a une certaine doctrine, bon, somme toute, sur lequel on peut avoir des débats, mais qui a été affirmée. Mais encore une fois, on manque de précision, alors que les obligations sont très importantes, sont applicables dès aujourd'hui, pratiquement. Alors, pour les vins désalcoolisés, une grande tendance aujourd'hui, on le voit, nous, dans le cadre de notre activité, nos clients sont intéressés pour ce produit parce que leurs consommateurs le sont. Il y aura des nouvelles obligations, effectivement, d'indiquer la date de durabilité minimum si le volume d'alcoométrie est inférieur à 10%. Obligation d'apposer deux nouvelles mentions d'étiquetage si le volume est supérieur à 0,5%. On pourra utiliser la mention vin désalcoolisé. S'il est inférieur, par contre, s'il est supérieur à 0,5%, par contre, on pourra utiliser la mention, cette fois-ci, vin partiellement désalcoolisé, sous réserve, effectivement, d'utiliser la méthodologie qui est fixée dans le règlement 1308-2013. Pour l'étiquetage des vins et produits étiquetés avant le 8 décembre 2023, il y aura effectivement, pour ces vins-là, une tolérance, mais ça ne concerne pas les vins qui vont être vendus et sur lesquels les étiquettes ont déjà été réalisées, mais pour les vins produits étiquetés avant cette date tolérance jusqu'à épuisement des stocks. Alors, cette fois-ci, on passe du vin à la viande, ce qui peut accompagner effectivement ce mets. Pour une obligation étendue, hein, on le sait que les restaurants avaient une obligation d'information de l'origine des viandes et qui est étendue. Alors, une méthode de commercialisation qu'on connaît bien, qu'on voit de plus en plus employée au travers les réseaux que nous accompagnons, ce qu'on appelle les dark kitchens, et qui ont une obligation maintenant d'indiquer l'origine et la provenance des viandes depuis le 1er octobre 2023.
depuis quelques semaines. Cette obligation s'appliquait déjà aux établissements de restauration et on les étend du coup à ces établissements qui au final ne commercialisent pas leur mets sur place, mais uniquement en vue d'une commercialisation en emporté ou à livrer. Les viandes qui sont visées par cette obligation, c'est les viandes principalement commercialisées, les viande bovine hachée, viande de porc, mouton, volaille. Il faudra indiquer le pays d'origine, si la naissance, l'élevage et l'abattage sont dans le même pays, et si l'animal a eu, entre guillemets, euh, en fait, lieu dans différents pays, il conviendra d'opérer une distinction, et c'est la même réglementation qui s'applique pour les établissements de restauration, selon le type de viande. Et effectivement, bon, c'est des détails qui convient d'affiner, mais qui sont prévus dans les décrets d'application. Ces informations devront être transmises de manière visible et lisible pour le consommateur avant la conclusion du contrat. Alors, vous avez pu le voir, les opérateurs notamment qui pratiquent et qui utilisent la plupart du temps effectivement des outils informatiques pour pouvoir passer les commandes ne sont pas encore dans le respect de ces obligations qui est très récente, mais ils devront informer leur consommateur avant que celui-ci passe sa commande, avant qu'il conclue le contrat et passe la vente, de l'origine de ces viandes maintenant. Alors, sont exclus en revanche les ventes déjà cuisinées ou préparées avant commercialisation. L'amende, elle somme toute importante parce que elle est encore une fois cumulative. C'est une amende de 1 500 euros pour une personne physique et c'est une amende de 7 500 euros pour les personnes morales. Et le décret est en phase d'expérimentation, donc on a une certaine latence jusqu'au 29 février 2024, mais 29 février 2024, c'est demain. Euh, Fin de la remise. Alors j'ai vu des questions. Effectivement, je réponds pas en direct parce que j'ai prévu une présentation très dense. Et effectivement, sur le timing qui nous est imposé, cette présentation m'impose d'aller relativement vite sur les sujets. En revanche, toutes les questions que vous vous posez, bien évidemment, je suis à votre entière disposition pour y répondre et pour échanger dessus ensuite. Mais voilà, j'ai vu que certains intervenants faisaient des remarques sur le système de remise systématique des tickets de caisse, et je le sais, hein, notamment euh, la FCA, dont je suis membre expert, a été très active vis-à-vis du gouvernement pour essayer d'apporter des précisions au regard des nombreux questionnements de leurs membres sur la mise en œuvre pratique de ces obligations. On a réussi à obtenir des précisions, mais il y a encore beaucoup de sujets opérationnels. Mais bon, l'objectif là est effectivement de refixer les conditions pour que vous les ayez en tête. Alors, cette fin de la remise systématique, elle concerne quoi? Elle concerne les tickets de caisse, les tickets de carte bancaire, les bons d'achat ou les tickets promotionnels ou de réduction. Le consommateur devra en formuler la demande. Effectivement, vous voyez de manière pratique en magasin, on vous demande si vous voulez le ticket de caisse, si vous voulez le ticket. Et effectivement, maintenant, vous n'avez plus aucune obligation de le remettre. En revanche, il y a des exceptions, parmi lesquelles le ticket de caisse est encore une fois obligatoire. C'est les produits qui sont sous garantie légale. Beaucoup de produits, parce que la plupart des produits sont sous garantie légale. Les produits pesés, les services d'une valeur égale ou supérieure à 25 euros, les notes et additions dans le domaine de la restauration ou de l'hôtellerie, les accès à des biens ou services comme les autoroutes ou parkings, les opérations annulées, les opérations de crédit, remboursement, transfert de fonds. Et là, obligation d'informer le consommateur de la possibilité d'obtenir une impression par un affichage clair près du lieu d'encaissement. Et c'est ce que je disais en vantant le travail de la FCA, mais c'est une réalité, ils ont été très pertinents dans leur travail. Il y a une foire aux questions qui résulte de ce travail d'intermédiation et d'échange, un FAQ du ministère de l'économie et de la DGCRF qui est mise en œuvre sur ces dispositions, qui a été publiée, qui ne répond pas à toutes les questions, j'en ai conscience, mais effectivement qui permet d'avoir plus de précision sur le champ d'application de cette nouvelle obligation dont on pourra échanger sans aucune difficulté. Une nouvelle réglementation aussi sur la fourniture des pièces détachées dans le secteur des outils de bricolage, des articles de sport et de loisirs depuis le 23 avril 2023. Donc effectivement, depuis cette date-là, les fabricants et les importateurs,
C'est une nuance importante, puisque vous le savez, d'autres textes ne prévoient pas cette cumulation d'outils de bricolage et de jardinage motorisé, d'articles de sport, de loisirs, y compris bicyclettes, bicyclettes à assistance électrique, engins de déplacement personnel motorisés, doivent prévoir la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné, ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché et de la dernière unité de ce modèle. Donc la durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à 5 ans. Donc une obligation assez importante et qui s'applique à la fois aux fabricants, mais également aux importateurs, notion dont on sait que la seule, à mon sens, définition légale, on la trouve dans le Code de l'environnement, pour une autre catégorie de produits d'ailleurs, les produits de commerce électronique, et qui emporte une définition qui a trait à tout opérateur économique qui fait entrer les produits sur le marché national. Donc une définition relativement large et drastique pour les personnes qui effectivement vont importer, donc faire entrer via des fournisseurs étrangers les produits qui vont commercialiser ensuite à des consommateurs. Alors pour les outils de bricolage et de jardin motorisés, la disponibilité garantie dès la mise sur le marché national, au plus tard 2 ans après la mise sur le marché national de la première unité, et la période complémentaire de disponibilité des pièces détachées est de 10 ans. Donc c'est quand même assez important. Pour les articles de sport et de loisirs, une disponibilité garantie dès la mise sur le marché national. Pour certaines pièces et disponibilité garantie au plus tard 2 ans après la mise sur le marché national de la première unité de modèle pour d'autres pièces. Une période complémentaire de disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans ou 7 ans pour les bicyclettes, à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité de modèle concernée. Donc vous voyez, là, on va avoir quand même euh, des soucis pratiques pour conserver de manière probatoire la disponibilité de ces pièces détachées, donc des sujets nouveaux qui sont déjà en vigueur, sur lesquels on s'interroge déjà sur leur applicabilité, notamment aux plateformes en ligne, mais qui sont importants à prendre en considération. Pour les engins de déplacement personnel motorisés, alors disponibilité des pièces détachées dès la mise sur le marché de la première unité de produit, au plus tard 2 ans pour certains produits et pour une période complémentaire de 5 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité de modèle. Donc encore une fois, je le rappelle, ça s'applique à la fois aux fabricants et à la fois aux importateurs qui sont entendus comme les opérateurs qui font rentrer sur le marché national le produit en question. La réglementation sur la réparation des biens par l'usage de pièces issues de l'économie circulaire dans le secteur des outils de bricolage, des articles de sport et de loisirs. Effectivement, vous le savez, c'est la tendance actuelle. Il y a un décret du 19 avril 2023 qui emporte une nouvelle obligation pour les professionnels qui commercialisent des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage pour certaines catégories de pièces de rechange, d'utiliser des pièces issues de l'économie circulaire à la pièce des pièces neuves. Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, celles à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés, doit permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, soit pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves. Le décret d'application de ces articles prévoit des cas permettant de déroger à cette obligation, de proposer des pièces issues de l'économie circulaire. Principalement, c'est quand les dites pièces ne sont pas disponibles dans le délai, compatible avec la date de délai de fourniture, ou lorsque la prestation d'entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs. Donc, il y aura certaines interrogations à se poser sur ces deux conditions. Le décret prévoit également une liste limitative de produits et de pièces de rechange auxquels s'applique cette obligation.
Réglementation afférente aux conditions des ventes de pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre de prestations de réparation, encore une fois. Champ d'application, les obligations d'information portent sur les équipements listés par le décret 2023 de 294 qui est applicable depuis le 23 avril 2023. Quelles sont les obligations dans ce cadre-là à la charge des professionnels? Alors, afficher à l'entrée de leurs locaux de façon claire, lisible et visible de l'extérieur la possibilité d'opter pour les pièces issues de l'économie circulaire. Sur Internet, cette obligation également doit figurer dans les mêmes conditions. Le consommateur doit choisir, doit faire cette option sur un support durable. Et en cas de non-disponibilité d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire ou au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et illisible doit figurer sur l'option laissée au consommateur. Obligation de conserver un double des documents pendant 2 ans. Et encore une fois, sanction d'amende administrative, je me répète, mais c'est un peu le code qui se répète, 3 000 € pour une personne physique, cette fois-ci 15 000 € pour une personne morale. Donc, de nouvelles obligations opérationnelles, rédactionnelles, formalisation et probatoire assez drastiques et sur un champ d'application assez large. Donc, important à prendre en considération. Donc, règlement, vous le savez, vous en avez pris connaissance, même si ce n'est pas immédiat, mais ça va bientôt l'être, d'un nouveau règlement sur la sécurité générale des produits, qui a été publié le 23 mai 2023, qui est entré en vigueur le 13 juin 2023 et qui sera applicable à compter du 13 décembre 2024, donc d'ici un an. La sécurité des produits est pour l'instant régie par la directive 2001/95, une autre directive 87/357 qui sont abrogées, remplacées par ce règlement. Le présent règlement va s'appliquer aux produits qui sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans la mesure où il n'existe pas dans le droit de l'Union de dispositions spécifiques régissant spécialement la sécurité de ces produits et visant le même objectif. Alors, ce qui est intéressant dans ce règlement, c'est qu'il définit la notion d'opérateur économique, qui va rassembler toute une série de définitions, qui peut être le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services. Donc, effectivement, une extension drastique des obligations. Et il met à la charge de l'opérateur économique une obligation générale de sécurité des produits. Obligation générale de sécurité des produits qu'on voit déjà être mise en œuvre par la DGCF dans certains contrôles, bien que le règlement ne soit pas applicable, mais qui est déjà repris, notamment dans les procédures de rappel sur lesquelles on a pu assister et qui est mis en exergue par la DGCF. L'article 19 prévoit également des obligations d'information à la charge des opérateurs économiques en cas de vente à distance. Alors, on parlait de rappel de produits, est-ce que c'est un sujet d'actualité, parce qu'effectivement, ce règlement prévoit l'amélioration de la procédure de rappel des produits avec la mise au point d'une interface interopérable permettant aux fournisseurs de places de marché en ligne et plateformes de relier leur interface. On pense souvent, surtout à une plateforme américaine, avec le portail SafetyGate, qui est un système d'alerte rapide pour les produits dangereux. On sait, les plateformes sont dans le viseur notamment des autorités de contrôle. On l'a vu notamment avec la jurisprudence Wish qui continue d'évoluer. Droit de réparation, obligation pour l'opérateur économique d'offrir le choix au consommateur d'au moins 2 des recours suivants: réparation du produit faisant l'objet du rappel, remplacement du produit faisant l'objet du rappel, un remboursement au moins égal au prix payé par le consommateur en adéquation avec la valeur du produit, et renforcement de la responsabilité des places de marché en ligne avec la désignation obligatoire d'un point de contact unique avec les autorités de surveillance au marché des États membres sur la question de la sécurité des produits au sein de l'organisation de cette place de marché, et désignation d'un point de contact unique permettant aux consommateurs, de cette fois-ci, de communiquer sur la sécurité des produits. Obligation de retirer de l'interface ou de rendre inaccessible ou d'afficher un avertissement explicite sur les produits dangereux dans un délai de 2 jours, 48 heures, donc à compter de la réception de l'injonction. Une obligation générale. Institution du réseau de sécurité pour les consommateurs, création d'un réseau européen des autorités de surveillance, ce qui fera que vous le verrez, et bon, c'est une réalité, c'est quand vous êtes dans un sujet de conformité sécurité des produits, l'administration systématiquement va vous interroger sur les territoires de commercialisation. Question qui pouvait paraître un petit peu particulière, puisqu'effectivement le périmètre
de contrôle de l'autorité du territoire français, mais pour répondre à cette obligation de communication dans le cadre de ce réseau de sécurité. Alors, coopération administrative dans le but de faciliter la collecte d'informations, les échanges réguliers d'informations, la coopération des différentes autorités de contrôle et faciliter la mise en œuvre du règlement dont on vient de parler et qui sera applicable donc au 13 décembre 2024. Donc très rapidement, vous le savez, le marquage va évoluer pour les produits qui seront commercialisés sur le marché britannique, hein. Effectivement, les biens concernés sont les biens faisant l'objet d'une réglementation spécifique imposant la position de ce marquage ou les biens fournis au marquage Epsilon, les aérosols tels que les biens électriques à basse consommation, télévision, clé USB, électroménager, ordinateur, les jouets, les produits de construction, les machines comme tondeuses, perceuses, les dispositifs médicaux de sécurité, les équipements sous pression. Alors, ces biens devront faire l'objet d'un marquage dit UKCA lorsqu'ils sont à destination du marché anglais, de l'Écosse, Pays de Galles, UKNY pour tout ce qui est à destination de l'Irlande du Nord, et depuis le Royaume-Uni, en revanche, marquage conserve bien évidemment le marquage CO. Publication d'un règlement également dans l'actualité portant sur l'identification de 80 substances allergènes au 26 juillet 2023 en vigueur en juillet 2026. Donc là, on est allé très loin dans l'actualité, mais il valide un nombre de substances allergènes à étiqueter sur les produits cosmétiques. Il intègre 50 nouvelles substances en plus des 24 substances déjà existantes. Donc le secteur cosmétique est déjà sur le pied de grue pour faire ces modifications. Sur lequel il y a des sujets d'ombre et de précision qu'on attend également. Une obligation de mention distincte de la présence de ces substances dans la liste d'ingrédients. Et ces dispositions, je le rappelle, entreront en application au 31 juillet 2026 pour les produits sur le marché et juillet 2028 pour les produits mis à disposition sur le marché. Donc on n'y est pas encore, mais il faut déjà s'y atteler. Actualité sur le contrôle de la HCRF, c'est une des lignes conductrices. Donc, j'ai effectivement déjà dépassé allègrement le délai, donc je vais essayer d'accélérer, mais l'objectif est pour moi de vous donner de l'information. Donc, actualité sur le contrôle de la DGCRF, effectivement, l'information est très dense. Vous le savez, la DGCRF a maintenant des nouvelles modalités de publicité, des injonctions prononcées depuis le 31 décembre 2022. Elle a la possibilité aussi d'avoir un nouvel outil développé par la DGCRF depuis avril 2023 sur les allégations de santé, un sujet vraiment, vraiment très contrôlé, donc sur lequel j'attire votre attention. Un outil intéressant, certes très restrictif, j'ai envie de dire, en termes de communication, mais quand même un outil intéressant à prendre en considération. Le contrôle sur l'information préalable du consommateur, illustré par certaines jurisprudences qu'on a pu montrer, qui ne sont pas les jurisprudences les plus intéressantes, mais qui illustrent bien le périmètre de contrôle de l'administration. Et une jurisprudence communautaire intéressante sur l'application du principe non bis in idem dans le cadre d'un contentieux ayant impliqué la société Volkswagen en Allemagne et en Italie. Alors effectivement, depuis le 31 décembre 2022, donc depuis le début de l'année, l'administration a un pouvoir d'injonction et d'ordonner des mesures de publicité en cas de manquement aux dispositions du Code de la consommation ou aux règles relatives à la conformité ou à la sécurité des produits, à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié qu'il n'a pas déféré à une injonction ordonnée par la voie de réquisition aux opérateurs de plateforme. Alors, c'est des pouvoirs qui sont récents, mais qui, à titre personnel, ont déjà été mises en œuvre, puisque j'ai pu le voir dans le cadre de contrôle. Donc, effectivement, pour les professionnels, alors c'est principalement les professionnels qui sont à l'étranger, qui ne sont pas identifiables sur les mentions sur leur site. Donc, il y a une problématique de non-respect du Code de la consommation, mais qui des fois peut paraître anodine. Effectivement, ce pouvoir d'ordonner une mesure de publicité et effectivement des injonctions aux opérateurs de plateforme est à la disposition de l'administration. Alors, affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu'ils accèdent au contenu. Donc, c'est quand même impactant. Message utile destiné à faire cesser leur référencement ou à limiter l'accès. Et moi, à titre personnel, dans un contrôle, j'ai vu effectivement la machine s'emballer de manière très rapide et qui fait l'objet d'ailleurs d'un contentieux, où la DGCRF a tout simplement fait des références à un site, tout simplement parce qu'elle n'avait pas réussi à notifier par cette problématique d'identification du professionnel, à notifier le professionnel de certaines problématiques résultant d'une non-conformité des produits. Donc une sanction drastique avant tout contrôle judiciaire et qui peut être totalement, j'ai envie de dire, mortelle pour le professionnel qui l'a subi. Toute mesure utile à faire cesser le déréférencement, on pense
évidemment à la jurisprudence Wish, vous le savez, qui pour l'instant, effectivement, a fait l'objet d'un déréférencement qui a pris fin là, au courant de l'année à la suite de mesures prises par Wish, mais un déréférencement qui a duré plus d'un an quand même, hein, assez drastique, sur la base de non-respect de règles afférentes aux annonces de réduction de prix et au non-respect de règles afférentes à la sécurité des produits que Wish proposait via des vendeurs tiers sur sa plateforme. Donc effectivement, la disposition de déréférencement avait été, entre guillemets, validée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par le Conseil constitutionnel. Donc deux étapes un peu compliquées pour Wish. Wish a saisi le tribunal administratif sur le fond du dossier, donc il faudra attendre la décision sur le fond du dossier, mais qui quand même a déjà été impactante pour eux, puisqu'une amende transactionnelle a été négociée à hauteur de 3 millions d'euros. Et effectivement, j'ai cru comprendre également qu'une CRPC avait été négociée pour le dirigeant à hauteur d'une amende personnelle de 250 000 euros, donc des amendes assez importantes. Les nouveaux outils, on en parlait, qui ont été développés par l'administration pour vous permettre d'utiliser les allégations de santé quand vous vendez, quand vous vantez les fonctionnalités et les apports, l'impact de vos produits, notamment en commercialisation en ligne, hein. Et effectivement, l'administration a mis à disposition un fichier Excel assez dense, sur lequel toutes les allégations de santé reprises par les règlements communautaires sont recensées et sont identifiés les éléments. Alors c'est très restrictif, c'est pas entre guillemets très sexy en termes de communication, mais effectivement c'est un cadre qui vous permet d'être confortable sur la communication employée pour vanter vos produits au regard de ce qui est permis en termes d'allégations de santé. Et qui sont effectivement évalués par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Et la DGCCRF est compétente en revanche pour examiner les demandes d'autorisation à transmettre à l'AESA. Elle est compétente aussi pour vérifier effectivement le respect, sous l'angle respect de l'information du consommateur, notamment en termes de communication en ligne sur ces allégations-là. Ce nouveau portail donc, est accessible depuis le 7 avril 2023. Bon, on le sait, hein, par contre, non-respect des allégations, la sanction, le garde-fou, c'est les pratiques commerciales trompeuses, avec des sanctions particulièrement importantes. On le rappelle systématiquement, mais c'est de 2 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, qui peut être porté à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Quand on a mis en place une publicité afférente au produit en question ou à la communication afférente, c'est le budget publicitaire. Donc, c'est des sanctions extrêmement drastiques qui pèsent à la fois sur la personne morale et la personne du dirigeant. Donc, garde-fou très important. Au cours des dernières enquêtes, la DGCCRF a communiqué, donc ça veut dire qu'elle est sur le sujet, que les manquements les plus couramment constatés concernaient la présence d'allégations thérapeutiques, d'allégations de santé, modification du libellé des allégations autorisées, allégations trop générales, allégations nutritionnelles non conformes à la composition du produit. Et on le sait, bon, le pouvoir de négociation avec l'administration sur ce sujet est assez limité et on arrive à obtenir quand même des négociations quand on arrive à démontrer, notamment au regard d'études scientifiques, que bien que la liste ne reprenne pas, entre guillemets, l'apport vanté, des études scientifiques très sérieuses l'ont corroboré. Mais c'est quand même un outil très intéressant qui est mis à la disposition et qui est à votre disposition. Alors, sur certaines jurisprudences intéressantes qu'on a repérées, effectivement, la condamnation de Google à 2,5 millions pour défaut d'information claire, loyale et transparente, avec l'omission d'une information relative aux paramètres de classement des résultats. Donc, vous savez, hein, c'est une obligation maintenant des plateformes. Obligation des conditions tarifaires sur l'outil de recherche et de comparaison d'offres d'hébergement touristique, notamment des dispositions en cas d'annulation ou de remboursement, les carences sur les informations portant sur les critères d'évaluation des résultats de Google Play et les modes de paiement et de règlement des litiges, informations insuffisantes sur le refus de publication d'un commentaire. Donc une amende extrêmement importante au regard aussi de l'activité de Google, bien évidemment. Pour rappel, l'article L111-7 du Code de la consommation, les plateformes numériques sont tenues d'une obligation d'information claire, loyale, transparente envers le consommateur, avec une sanction d'amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Donc une condamnation, bon là on l'a reprise parce qu'elle illustre bien, même si c'est pas forcément la condamnation la plus importante, mais d'un réseau, la condamnation d'un réseau Basic Fit à une amende transactionnelle de 68 000 euros pour des sujets assez basiques, mais dont on constate qu'ils ne sont pas encore maîtrisés par certains acteurs. Les sujets d'information préalable, hein, les sujets de contractualisation, du coup, absence d'information des consommateurs avant la souscription de leur abonnement, qui était non fourni sur le support WAB, comme c'est le cas dans les contrats à distance, que ça doit être le cas dans les contrats à distance. Absence d'information sur le droit de s'opposer au démarchage téléphonique aussi, à ne pas oublier, c'est parfois oublié, et présenter des avis consommateurs sans préciser leur mode de collecte et de modération. Ça rappelle l'obligation que je viens de rappeler précédemment, et effectivement une sanction relativement importante quand même, parce on a trait à de l'obligation d'information qui doit être maîtrisée, qui doit être maîtrisée. Alors, un arrêt dont je parlais, qui est un arrêt intéressant de la Cour de justice de l'Union européenne dans le contentieux qu'on a qualifié de Dieselgate de Volkswagen. Vous le savez, Volkswagen a été condamné notamment par le juge national allemand à une amende très importante pour le logiciel qui effectivement faussait les résultats d'émissions de gaz sur certains véhicules. Une amende de plus d'1 milliard de mémoire par le juge allemand. Et effectivement, le litige avait été également porté à l'époque devant juridiction italienne. Dans le cas de la procédure italienne, le Conseil d'État italien a posé une question préjudicielle au juge communautaire, du coup, pour savoir si les sanctions infligées en matière de pratiques commerciales déloyales peut être sanctionnées peut-être qualifiées de sanctions administratives de nature pénale. Effectivement, en Italie, la qualification qui est emportée sur la sanction d'une pratique commerciale déloyale et trompeuse, c'est effectivement une sanction administrative, mais il était posé comme question de savoir si, du fait de l'ampleur de cette sanction, elle pouvait être qualifiée de nature pénale. Et là, la CJUE indique que les sanctions infligées pour pratique commerciale déloyale sont considérées comme des sanctions administratives de nature pénale, dans certaines conditions, lorsqu'elles poursuivent une finalité répressive, ce qui était le cas. Elle présente un degré de sévérité élevé. C'était le cas également parce que sur le même schéma que le système français, on avait un montant d'amende potentiel extrêmement élevé. Et effectivement, en l'occurrence, l'amende administrative qui avait été allouée à Volkswagen en Italie était de 5 millions d'euros. Et la peine, au regard de la peine maximale prévue par les décisions applicables. Et ce qui est important dans cette appréhension du juge communautaire, c'est qu'effectivement, il nous informe que le principe non bis in idem s'oppose du coup au prononcé d'une amende administrative pécuniaire de nature pénale, dans la mesure où effectivement la sanction pénale avait été prononcée de manière définitive pour les mêmes faits par une autre juridiction d'un État membre, euh, même postérieurement à la décision imposant cette amende, mais que le juge, mais elle était définitive avant que le recours contre la décision administrative n'ait acquis force de chose jugée. Donc, une décision intéressante, parce qu'on le sait que dans ces pratiques-là, de vente, hein. Bon, on parle d'une pratique particulière en l'occurrence, mais une pratique de vente qui vise différents marchés de l'État membre. Effectivement, les autorités sont sujettes potentiellement à prendre différentes sanctions. Donc, un principe à prendre en considération. Déjà, le premier principe, c'est quand l'amende est relativement élevée et qu'elle a des fonctions répressives, bien qu'elle soit qualifiée de sanction administrative, elle est de nature pénale. Et quand la sanction a été prise de manière définitive avant que le recours ait été effectué, effectivement, il y a application du principe non bis in idem, lorsque les faits sont identiques, effectivement. Ensuite, donc, on va passer à une revue jurisprudentielle. On a quelques jurisprudences assez intéressantes qu'on a mis en exergue dans cette présentation. Alors, vous l'avez vu passer, mais c'est intéressant, c'est un éclaircissement sur le délai applicable dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés, avec 4 arrêts de la Cour de cassation du 21 juillet 2023, où se posait la question de savoir si on était dans un délai de prescription ou un délai de péremption, qui pour les praticiens a une particulière importance. Un vice caché, vous le savez, c'est un défaut qui n'était pas apparent lors de l'achat, mais qui le rend le bien inutilisable ou diminue considérablement sa valeur. Effectivement, l'article 1641 du Code civil prévoit une garantie légale contre les vices cachés.
Et la Cour de cassation a apporté des clarifications importantes alors sur les délais et sur le délai butoir. Les définitions, alors on sait, la question qui se posait, c'était prescription ou forclusion. La prescription, c'est le délai au terme duquel un droit s'éteint en raison de l'inaction de son titulaire, et le délai de prescription peut être suspendu. Le délai de forclusion, en revanche, c'est un délai légal spécifique pour une action donnée, au terme duquel l'action s'éteint définitivement. En principe, ce délai ne peut être suspendu. Donc, une nuance très importante. La première question qui était posée à la Cour de cassation concernait la nature du délai dans lequel une personne doit engager une action en garantie des vices cachés, qui est de 2 ans à compter de la découverte du défaut, mais si une mesure d'expertise est ordonnée et que ce délai peut être suspendu. Et en l'occurrence, modalité de suspension qui est prévue si effectivement on qualifie le délai d'action de délai de prescription, et c'est la solution qui est retenue par la Cour de cassation qui nous dit effectivement il s'agit d'un délai de prescription et donc de forclusion qui peut être suspendu. La deuxième question, c'était le délai butoir. Alors, la seconde question se concentre sur le délai de 2 ans dont dispose la personne pour engager une action en garantie des vies cachées, commence à compter la découverte du défaut. Cependant, se pose la question, cette fois-ci, de l'existence d'un second délai butoir qui commence à compter de la vente du bien. Si ce délai butoir existe, quelle est sa durée? Et effectivement, est-ce le délai de 20 ans qui est prévu à l'article 2232 du Code civil ou le délai de 5 ans qui est prévu à l'article L114 du Code de commerce? La Cour de cassation, sur cette question-là très importante également, précise que pour engager une action en garantie des vices cachés, l'acheteur doit agir dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut et dans le délai de 20 ans à compter de la vente du bien. Donc on applique l'article 2232 et la Cour consacre ce délai butoir qui est donc d'autant plus contraignant pour les professionnels. On a aussi une jurisprudence, bon, peut-être moins intéressante, mais qui était bon de rappeler parce que c'est quand même une méthode professionnelle assez employée, assez intéressante, notamment sur les enseignes qui veulent promouvoir leurs produits. C'est la méthode de comparaison, de publicité comparative pour vanter la qualité de ses produits en se servant d'une publicité qui s'appuie peut-être sur les défauts des produits de ses concurrents. En l'occurrence, deux enseignes de distribution assez notoires avaient saisi une juridiction, principalement une avait saisi une juridiction, se fondant sur les pratiques commerciales déloyales, des pratiques commerciales trompeuses, considérant qu'une publicité comparative était trompeuse et donc illicite à son endroit. La Cour de cassation confirme en revanche la solution rendue par la Cour d'appel qui précise la définition classique, que toute publicité, d'une manière compris sa présentation, qui induit en erreur ou susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche, qui en raison de son caractère est susceptible d'affecter le comportement économique qui, pour des raisons de porte préjudice, est susceptible de porter préjudice à son concurrent. Donc on le sait qu'effectivement, une publicité comparative, si elle est trompeuse, est un acte de concurrence déloyale à l'encontre de son propre concurrent. Cependant, sur ce point-là, elle précise que la pratique, Ahora, ya está. No. la pratique est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses ou qu'elle est donc mensongère ou qu'une manière quelconque, y compris dans sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait de rechercher si le destinataire de la publicité avait pris une décision consumériste ou s'il était susceptible de prendre une décision qu'il n'aurait pas pris s'il n'avait pas eu accès à cette publicité comparative. En l'espèce, le sujet portait sur le fait que Carrefour, en l'occurrence l'enseigne Carrefour, avait présenté 227 produits dans la publicité comparative, dont Leclerc avait démontré, qui était visé par la publicité comparative, que 45 d'entre eux étaient erronés. Et Carrefour démontrait également que le panier moyen d'un client Leclerc était en moyenne 16% plus cher que le sien, alors qu'en considération des prix erronés, l'écart du panier était en réalité de 13%. Et sur ce point-là, malgré l'erreur mise en exergue, la Cour de cassation estime que rien ne démontre en quoi, parce qu'on est sur l'analyse du comportement du consommateur, qui est l'angle d'analyse qui doit être soumis aux juridictions,
Malgré ces erreurs, la publicité comparative n'était pas considérée comme trompeuse, car le consommateur aurait pour autant modifié son comportement. Malgré ces différences, la Cour estime que rien ne démontre que le consommateur aurait modifié son comportement. Donc, un critère de plus à prendre en considération dans cet élément promotionnel intéressant. Donc, effectivement, des juridictions aussi sur des jurisprudences qui ont été rendues sur le caractère potentiellement abusif des clauses de déchéance du terme, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de contrats, et notamment là applicable dans les contrats de prêt immobilier. Pour rappel, l'article 132.1 du Code de la consommation précise que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations respectives des parties au contrat. En s'appuyant sur cet article, la Cour de cassation elle opère du coup une analyse du caractère abusif des clauses en se fondant sur 4 critères dégagés par une jurisprudence communautaire assez connue des praticiens qui s'appelle Bango Primus. Donc, le caractère essentiel de l'obligation inexécutée par le consommateur, la gravité d'une exécution au regard de la durée et du montant du prêt, la dérogation au droit commun applicable en l'absence d'une telle clause et l'existence en droit national de moyens adéquats et efficaces permettant de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt en application d'une telle clause. Et la Cour de cassation dégage une solution, annule la requête de cour d'appel et exclut le caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt 8 jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception. Et effectivement, la Cour admet en revanche qui est abusive de plein droit, la résiliation de plein droit par un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable et expose le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Donc effectivement, cette clause est considérée comme abusive et la Cour de cassation renvoie les parties devant la Cour de renvoi. On va passer un petit peu rapidement sur cela parce qu'effectivement, le temps passe. Donc, également, une jurisprudence intéressante de la Cour de cassation du 1er février 2023 sur la charge de la preuve pour les contrats conclus hors établissement. En l'occurrence, l'effet d'espèce, c'est un couple qui avait acquis une pompe à chaleur à la suite d'un démarchage à domicile par un financier bancaire. Le couple constate que le bon de commande est irrégulier et que les économies d'énergie promises ne sont pas répercutées, ce qui les amène à assigner le vendeur en nullité du contrat en raison d'un défaut d'information imputable au vendeur. Le couple est débouté en première instance et en appel car ils ne sont pas en mesure de produire la copie complète du contrat de vente litigieux. Et de manière assez classique et cohérente, la Cour de cassation rappelle explicitement, en revanche, que c'est aux professionnels de rapporter la preuve de la régularité du contrat et que dans cette notion de déséquilibre entre consommateur et professionnel, il n'appartient pas au consommateur d'apporter la dite preuve. Donc effectivement, là, on va passer aux nouvelles obligations afférentes au secteur du numérique. Donc vous l'avez tous vu passer, le Digital Service Act va entrer en vigueur en février 2024. On parlera rapidement parce que c'est une méthode de promotion des ventes qui est de plus en plus employée par certains acteurs, notamment du e-commerce, de la loi influenceur qui est en vigueur depuis le 9 juin 2023. Alors, Digital Service Act, applicable à partir du 17 février 2024. Alors, ça vise un public particulier et ça vise une information générale. Sécuriser l'information, l'objectif, sécuriser l'information véhiculée sur l'espace numérique, garantir la protection des droits fondamentaux sur Internet. Donc, ce règlement crée des obligations générales à la charge de tous les services d'intermédiaires fournis pour les internautes, des obligations spécifiques à la charge de tous les services d'hébergement, des obligations plus strictes à la charge des plateformes en ligne, des obligations plus sévères qui s'appliquent uniquement aux plateformes en ligne, des très grands moteurs de recherche en ligne, donc de mémoire avec plus de 45 millions d'utilisateurs. Bon, et ça vise certaines quand même plateformes parmi lesquelles on a la chance de les accompagner. En cas de non-conformité aux dispositions du DSA, les fournisseurs de services intermédiaires s'exposent à une amende pouvant représenter jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial annuel de l'entreprise, tel que le prévoit l'article 52 du DSA. Donc,
quand on sait le chiffre d'affaires, qui est rarement une référence opportune en plus en matière de détermination d'une amende, les amendes peuvent être d'un montant stratosphérique, donc des obligations à prendre en considération, et effectivement, qui feront l'objet, parce que ce règlement prévoit beaucoup plus de détails, d'informations que vous avez déjà, dont vous avez déjà accès sur notre site, plus détaillé. Loi influenceur. Donc, on avait choisi de parler un peu de la loi influenceur parce qu'on voit de plus en plus que les clients utilisent pour promouvoir leurs produits des influenceurs. Et effectivement, il y a eu un encadrement, il y a eu beaucoup de communication cette année sur la DGCCRF. Il y avait eu beaucoup de sanctions l'année précédente d'influenceurs sur des pratiques commerciales déloyales. Donc effectivement, la législation a évolué, la réglementation a évolué, parce que la DGCCRF, dans le cadre de contrôle, c'était une thématique de contrôle, hein, il y en a eu énormément sur l'année 2022, avait ciblé 60% des influenceurs étaient en anomalie dans divers secteurs, notamment sur les compléments alimentaires, les programmes minceurs, la cosmétique et les services financiers de trading. Certains influenceurs assez connus avaient fait l'objet notamment d'amendes pénales transactionnelles relativement élevées. Les infractions qui étaient constatées, c'est les allégations sur les propriétés des produits vendus, hein, effectivement des allégations trompeuses sur la qualité du produit, la promotion de produits ou de services risqués qui est totalement interdite, les opérations de promotion non autorisées, celle de l'utilisation du compte professionnel dont elle a été martelée, le fait de ne pas indiquer le caractère publicitaire d'une information, ce qui est important au regard notamment du public visé, hein, par ces publications. Et c'est de relativement nombreuses sanctions opérées. L'année dernière, on en a relevé au moins une vingtaine sur l'année 2022. Euh, Définition, donc, à partir de la loi du 9 juin 2023, enfin une définition législative de l'influenceur. Qu'est-ce qu'est un influenceur? C'est une personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d'une cause quelconque exerce l'activité d'influence commerciale par voie électronique. Donc, un nouveau métier, une nouvelle définition. Et une définition aussi de l'activité d'agent influenceur qui consiste à représenter ou à mettre en relation à titre onéreux les personnes physiques ou morales exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique avec des personnes physiques ou morales et le cas échéant leur mandataire dans le but de promouvoir à titre onéreux des biens et des services à une cause quelconque. Donc une obligation renforcée pour ces deux catégories, pour les agents d'influenceurs qui ont une obligation de veiller au respect de la réforme par leur mandant et les plateformes ou les fournisseurs des services d'hébergement doivent contrôler également la licéité du contenu des dits influenceurs. Loi influenceur. Alors quelles sont les obligations mises à la charge de cette nouvelle catégorie professionnelle? L'article 5 de la loi prévoit l'obligation pour les influenceurs d'indiquer de manière claire, lisible, identifiable, la mention selon laquelle elles publient leur communication dans le cadre d'une collaboration commerciale. La sanction est très très importante puisqu'effectivement, à défaut, quand même, la sanction est de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. L'article 5 prévoit également l'obligation de la mention image retouchée sur les contenus ayant fait l'objet d'une modification par tout procédé de traitement d'image, hein, c'est quand effectivement il y a la position d'un filtre sur la publication par un influenceur ou une influenceuse pour que le public soit averti effectivement de la modification. Cet article prévoit l'obligation de la mention image virtuelle s'agissant des productions de contenu par une intelligence artificielle. Et là encore, une sanction relativement importante, 1 an d'emprisonnement, 4 500 € d'amende. Alors, des interdictions qui résultent aussi de cette loi, interdiction de la promotion directe ou indirecte de la chirurgie et de la médecine esthétique, interdiction de la promotion directe ou indirecte de certains produits financiers, interdiction également pour ce qui concerne les produits de la nicotine. Alors, on conclura du coup le webinaire sur les nouvelles obligations afférentes à la matière environnementale. On sait que le décret sur l'interdiction de l'allégation de neutralité est entré en vigueur au 1er janvier 2023. On parlera un peu d'un bilan de l'enquête menée par la DGCCRF sur le greenwashing, l'éco-blanchiment, qui est un sujet d'actualité, qui est un sujet de contrôle effectivement assez important, et à la publication d'un accord provisoire au 20 septembre 2003 portant sur le projet de directive Green Claims du 22 mars 2023.
Donc effectivement, l'interdiction de l'allégation neutralité carbone depuis le 1er janvier 2023, il est interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone, ou d'employer toute formulation ou signification ou de portée équivalente, à moins que l'annonceur rende aisément disponible au public un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, que la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre ou de services sont prioritairement évitées puis réduites et enfin compensées, et que les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectent les standards minimaux fixés par décret. Donc, élection assez importante, des conditions assez drastiques. Quels sont les supports concernés? L'article du Code de l'environnement vise une grande majorité de supports, donc correspondance et imprimé publicitaire, affichage publicitaire, publicité dans la presse, dans le cinéma, la télévision, la radio, les réseaux sociaux, donc la communication en ligne, l'allégation sur les emballages des produits. Et les sanctions, l'article L132 du Code de la consommation, emprisonnement de 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende, avec une amende qui peut être portée de manière proportionnée aux avantages tirés du délit à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel ou 80% des dépenses engagées pour la réalisation du délit en cas d'allégation environnementale. Donc, ces pratiques trompeuses renforcées, amende extrêmement importante dans des sujets de préoccupation très, très, très sensibles. Alors, on a mis en exergue un bilan de la première enquête de la DGCCRF. Nous, on a eu l'opportunité aussi d'avoir plusieurs sujets sur le sujet du co-blanchiment, avec des batailles, des fois avec l'administration, sur des interprétations sémantiques, terminologiques, des fois très extensives. Et dans ce bilan d'enquête, la DGCCRF relève de nombreuses allégations environnementales qui leur semblent effectivement sujets à caution et sanctionnables. Les allégations environnementales globalisantes, respectueuses de l'environnement écologique, les allégations environnementales non justifiées, 30 à 40% d'économie d'eau sans faire état de justification. On le sait, la condition à la fiabilité d'une allégation environnementale, c'est le fait de pouvoir la corroborer par des éléments de justification ayant une certaine valeur scientifique. Donc c'est important à prendre en considération, sinon on rentre dans le périmètre du contrôle de l'autorité et potentiellement à ce débat du caractère trompeur et des sanctions dont on l'a rappelé, le caractère particulièrement coercitif. Les allégations environnementales imprécises ou ambiguës, donc l'administration cite certains exemples, emballage recyclé, sans préciser le pourcentage de matière recyclée. On a vu l'administration aller très loin sur certaines imprécisions. Donc, effectivement, il faut prendre en considération aussi qu'on est sur des sujets sémantiques, terminologiques, d'interprétation de la prise en considération du consommateur de l'élément de communication, qui est quand même le garde-fou pour considérer que la publication est trompeuse. Donc, des sujets à débat, sincèrement, des sujets à débat, et sur lesquels on a eu des belles négociations avec l'autorité, mais qui ont produit leurs effets. Les allégations environnementales contraires aux dispositions réglementaires, exemple non-respect de la réglementation sur les produits biocides, interdisant les mentions naturelles, non toxiques ou respectueux des animaux. Donc le bilan de cette première enquête, quand même, c'est 141 avertissements. Bon, c'est la sanction la moins lourde. C'est pas toujours la sanction employée, malheureusement, bien que certains opérateurs fassent l'objet parfois d'un premier contrôle. 114 injonctions de mise en conformité ou de correction, et 18 procès-verbaux pénaux ou administratifs pour mettre fin aux pratiques trompeuses. Sur la pratique retenue, une transmission à la justice, procès-verbaux, vous le savez, qui peuvent faire l'objet d'une alternative à la discrétion du ministère public, qui peut également, au lieu de transmettre à la juridiction pénale, suggérer une amende transactionnelle pénale dont il est toujours possible de négocier non seulement le montant, mais également la confidentialité, qui est un élément extrêmement important aujourd'hui pour les entreprises qui sont déjà très impactées par ces sanctions. Projet de directive du 22 mars 2023 portant sur les allégations environnementales et les écolabels. Bon, là au niveau européen, l'objectif, c'est de stopper la prolifération des labels environnementaux publics et privés, qu'effectivement on a vu pulluler ces dernières années, garantir encore plus la fiabilité des informations reçues par le consommateur et la qualité environnementale des produits.
Ce projet de directive sur les écolabels donc, prévoit la mise en place de processus de vérification et d'application par les États qui seront exécutés par des vérificateurs indépendants et accrédités. Donc les allégations devront être étayées, c'est ce que je vous disais. Il devra être veillé au caractère juste des comparaisons entre produits. Les allégations ou les étiquettes qui utilisent une notation globale de l'impact environnemental global du produit sur notamment la biodiversité, le climat, la consommation, l'eau, le sol, ne seront pas autorisées, sauf si elles sont définies dans les règles de l'Union européenne. Donc, des sujets voilà, à préciser. Et il sera veillé au contrôle du système d'étiquetage environnemental qui devra être fiable et veiller à la transparence des étiquettes environnementales par un tiers et régulièrement revu. Donc, enfin, pour conclure sur ce sujet de commercialisation écologique, un accord provisoire du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur le projet de directive qualifié de Green Claims, avec un communiqué publié récemment, le 20 septembre 2023, qui précise des interdictions des pratiques. Donc, toute publicité relative à un produit produisant une caractéristique qui limite sa durabilité. Les mentions environnementales génériques, par exemple respectueux de l'environnement naturel sans preuve d'excellentes performances environnementales reconnues qui justifient cette mention. Ça va nous offrir des débats. Les affirmations basées sur la compensation des gaz à effet de serre, les labels de durabilité non fondés sur un système dont on parlait précédemment de certification approuvée, les mentions de durabilité en termes d'utilisation ou d'intensité dans des conditions normales si elles ne sont pas approuvées, et les incitations aux consommateurs à remplacer les consommables, le fait de présenter les marchandises comme réparables lorsqu'elles ne le sont pas. Donc voilà, effectivement, on a terminé. J'ai terminé de cette présentation, donc en dépassant allègrement le, le timing, mais pour moi, c'était un plaisir de vous présenter ces évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles qui ont eu lieu au courant de l'année 2023. Alors, effectivement, le support que j'ai utilisé aujourd'hui pour vous présenter ces nouvelles évolutions restent à votre disposition si vous le souhaitez. Donc, si vous en avez besoin, si vous trouvez qu'il est intéressant, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et j'aurai le plaisir de vous communiquer dans cet objectif, effectivement, de vous apporter de l'information et d'essayer de vous aider dans ces missions qui sont de plus en plus compliquées. On l'a vu, il y a eu beaucoup d'informations aujourd'hui et il y a beaucoup d'obligations pour vous, professionnels, des périmètres de plus en plus denses, de plus en plus précis, de plus en plus sujets à des sources d'imprécision du point de vue du législateur. Donc, on aura des beaux combats, on aura des beaux sujets à évoquer ensemble, on en a. Et donc, n'hésitez pas à nous demander le support, on aura le plaisir à vous le communiquer. Pour les personnes qui ont des questions, effectivement, n'hésitez pas à les formuler par la voie du mail, ce sera plus intéressant. On fixera soit un échange téléphonique, soit je vous répondrai par email lorsque la réponse le permet. Et effectivement, bon, bah, écoutez, c'était pour moi un plaisir. J'espère que pour vous aussi, ça vous a permis d'avoir certaines informations utiles à votre activité et qu'on aura la possibilité d'échanger très rapidement bah, sur ces sujets qui sont importants pour vous, pour encore une fois vous permettre de développer vos activités respectives. Merci à tous et à très bientôt dans le cadre de vos activités. Merci.